pas de e-santé sans professionnels de santé. Si vous pensez révolutionner un secteur sans avoir des gens qui y travaillent, ça n'a aucun sens. Vous pouvez être le meilleur entrepreneur du monde, Elon Musk, il n'aurait jamais fait décoller sa fusée tout seul. Ça s'appelle le roi Ziblin, qui est né en Europe centrale, qui a été fait prisonnier au Kamchatka en Russie, qui à la fin devient roi à Madagascar. Première leçon, c'est que vous bossez pas avec un géant américain si vous n'avez pas été audité de fond en comble. Moi, je me vois plus comme un marathonien. Et encore un marathonien qui, à chaque fois qu'il franchit la ligne, on lui dit, mais en fait, faut repartir pour un tour. C'est ça pour moi l'entrepreneur. C'est vraiment la consistance, être, résistant à l'effort, dans la durée, être constant dans ses valeurs, être constant dans sa personnalité, être constant dans ses idées, dans ses choix, et être capable de les maintenir au long terme, même dans les moments difficiles. Les barrières à l'entrée pour entreprendre dans la health tech sont plus importantes qu'ailleurs. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien entrepreneur et passionné par ce qui fera la santé de demain. Avec Health Tech in Progress, je vous propose de partir à la découverte des entrepreneurs, des chargés de valorisation, des avocats, etc. qui sont impliqués dans l'écosystème santé français. À travers leur expérience, ils vont nous aider à faire tomber les barrières pour entreprendre dans la health tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ce qui fera la santé de demain. Pour la première fois, je me retrouve avec deux invités sur le podcast. Donc, bonjour Robin, bonjour Hubert. Habitués du podcast que vous êtes, je pense que vous connaissez la première question que je vais vous poser. Donc, dans quelle ville travaillez-vous tous les deux ? Depuis la capitale des Gaules, depuis Lyon. Depuis Lyon, la capitale des Gaules, ok. Donc du coup, deuxième question, la question classique évidemment, les présentations. Donc est-ce que vous pouvez me dire quels sont vos rôles respectifs dans la boîte ? C'est Robin. Donc bonjour, Robin Brèche. Moi je suis product manager de Maela. Donc je m'occupe de la définition des fonctionnalités, de la roadmap et de la stratégie produit de la suite logicielle Maela. Et Robin est venu ce soir avec nous parce qu'il est pharmacien, tout comme toi, et que du coup, il est passé de la e-santé à la gestion de produits informatiques, et je trouvais ça intéressant de l'inviter. Me concernant, moi, Hubert Viau, je suis ingénieur de formation et cofondateur et président de Maela, donc la société spécialiste du télésuivi des patients dans des parcours péri-hospitaliers, et qui a l'ambition de devenir un leader européen dans ce domaine. Je vais me retourner là vers Romain parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir comment tu as fait la transition de pharmacien à CTO, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé assez naturellement, à vrai dire. Je me suis toujours aussi laissé un peu couler par ce qui m'intéressait. Et j'ai eu cette chance chez Maela de pouvoir m'attacher au sujet qui me passionnait. Donc ça a commencé par les formations et la mise en place des parcours dans les établissements de santé. Et je voulais commencer aussi à travailler et à faire évoluer le produit. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai eu cette fibre informatique qui est arrivée. Et plus on a avancé, plus cette fibre finalement s'est développée. On a eu des partenariats assez forts qui ont fait aussi qu'on avait besoin de moi sur ces projets, ce qui me convenait parfaitement. Et donc petit à petit, je me suis vraiment spécialisé plus sur la technique que sur l'organisation des parcours et sur évidemment maintenant la pharmaco la pharmacie. Je m'occupe plus du tout de pharmacie aujourd'hui. Ok. Non, mais du coup, effectivement, c'est vraiment les opportunités. Robin, faut savoir que c'est la troisième personne qui est arrivée chez Maela, donc on était une toute petite équipe. C'est quelqu'un qui très vite a bien pris en main le produit, avait une vraie affinité avec le produit. Il a commencé aussi à une époque à gérer le support et les relations avec tout ce qui était hébergement, prestataire, enfin tout ce qui était problème en fait. Et puis comme j'ai vu qu'il était très autonome, voir qu'il allait encore plus loin que ce qu'on lui demandait, moi naturellement j'ai pas mal délégué sur Robin. Et puis le jour où la société a commencé à accélérer, finalement il s'avérait que c'était le plus compétent et le plus pertinent sur ce domaine. Et aujourd'hui, je trouve que sa fibre médicale apporte un vrai plus en fait à la définition du produit. Oui, justement, j'allais y revenir juste après. Mais avant de repartir sur cette question, je voulais savoir comment s'était passé le début de Maela. Parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui parlent de déclencheur, il y en a qui disent que généralement c'est un processus linéaire. Donc comment s'est décidé le début de l'aventure ?
Ouais, moi je parlerais d'un point d'inflexion en fait. Maëla, ça a commencé tout seul, c'est-à-dire avec une page blanche, hein, et puis l'idée de ce qu'on devait faire. Voilà, pendant un an, je pense que j'ai été tout seul à piloter un petit peu la R&D. On avait un prestataire pour le développement, donc on n'avait pas de tech en interne. Et puis une deuxième salariée, Robin, et puis bon, on a un petit peu grossi. Mais l'air de rien, ça fait 6 ans que la société existe et ça fait vraiment 2 ans et demi que ça s'est accéléré. Donc on a eu 3 ans et demi où on s'est un petit peu cherché, on a démarré doucement. Et puis là, ça fait en fait 2 ans qu'on a un partenariat avec le géant du DM Medtronic qui nous emmène un petit peu partout à l'international et qui accélère vraiment notre R&D voilà, par ses demandes, ses besoins, ses clients. Et donc là, pour le coup, ça a été vraiment un énorme booster pour nous. Et ajouté à ça le Covid, hein, qui a été aussi un gros accélérateur de e-santé. Donc là, on est en pleine ascension. On est passé de 6 à 20 en 13 mois, 13-14 mois. Tu as devancé ma question, mais juste avant de revenir sur celle-ci, est-ce que tu peux nous présenter, est-ce que vous pouvez me présenter Maëla, donc quels sont vos services, à qui vous vous adressez, et puis quels problèmes vous taclez? Alors Maëla, on est une société de e-santé. Pour moi, la e-santé, c'est l'alliance du digital et de l'humain. C'est important et je reviendrai sur ce point. On est éditeur d'un côté d'une plateforme en fait de télésurveillance périhospitalière. Quand je dis télésurveillance, c'est même digitalisation de parcours de soins, c'est-à-dire avant un traitement médical, une chirurgie, mon praticien va pouvoir définir tout ce qu'il veut que je sache et que je fasse en amont de ce rendez-vous, de cette venue. Et puis en aval, il va vouloir surveiller mon état de santé, m'éduquer, m'informer sur les suites de mon traitement, les conduites à tenir, et surveiller mon état de santé jusqu'à la fin de ma convalescence, sauf que le praticien, en théorie, il n'a pas le temps de faire tout ça. Donc le but, c'est d'automatiser, de rendre le système de plus en plus intelligent pour que le praticien n'intervienne que quand c'est nécessaire. Donc ça, c'est notre premier, entre guillemets, notre premier métier, c'est éditeur de ce produit, et c'est ça que gère Robin au quotidien. Et le deuxième métier de Maëla, c'est qu'on est opérateur de télésuivi infirmier. Donc quand je disais que la e-santé, c'était du digital et de l'humain, on n'a pas retiré justement l'humain du soin, et donc nous, on a des infirmières qui, 24 heures sur 24, télésurveillent les patients voilà, qui sortent de l'hôpital, les accompagnent, répondent à leurs questions, à leurs angoisses, font le lien avec l'hôpital au moindre problème, et donc permettent de reproduire finalement la surveillance hospitalière hein, dont on peut bénéficier en chambre à l'hôpital, mais à la maison par l'intermédiaire d'un PC ou d'un smartphone, avec aussi une disponibilité, un temps médical accru grâce justement au digital. Ce penchant infirmier, vous l'avez pensé notamment parce qu'il y a des patients, je suppose, âgés qui ne sont peut-être pas aptes à utiliser la solution, ou c'est quelque chose qui est venu en plus? Alors ça, c'est un des cas d'usage, effectivement. Alors et même, hein, juste pour la réponse des personnes âgées, nous on s'est rendu compte sur l'ensemble des analyses qu'on a pu mener, soit des études de satisfaction, soit des études de qualité de vie, que les patients les plus âgés étaient ceux qui utilisaient le plus et le mieux la plateforme Maëla. D'accord, ok. En tout cas, c'est plutôt les catégories âgées, parce que c'est bon, ça, il y a quand même une limite, on va dire, après 90 ans, mais je rejoins Robin. Il y a une adhérence très forte des personnes âgées liée à l'anxiété, je dirais, et à la volonté de bien faire par rapport à l'ordonnance, enfin à la prescription du médecin. Ah bah c'est très intéressant ça. Je l'imaginais pas du tout comme ça. J'aurais plutôt pensé que ça s'adressait à des patients plutôt jeunes, des chirurgies bariatriques ou des choses comme ça. Paradoxalement, non. Enfin, oui, alors ça, oui, on en fait beaucoup, mais paradoxalement, les jeunes ont plutôt tendance à, enfin certains en tout cas, à pas forcément trop aimer ce genre de dispositif qui les raccroche à leur pathologie. Là où la personne âgée, elle va être complètement anxieuse d'avoir un problème à la maison et de se sentir isolée, et donc va tout faire pour bien utiliser et comprendre le système qui va le raccrocher à un professionnel de santé. Donc finalement, vous vous inscrivez complètement dans l'explosion démographique vieillissante qui arrive. Vieillissante et technophile. Parce que effectivement, on a vraiment une rupture, une fracture technologique dans la société. Aujourd'hui, jusqu'à 65 ans, les gens ont au moins utilisé à peu près Internet au travail. Au-delà 65, 75, c'est beaucoup plus compliqué. Et au-delà de 75, c'est là où on a l'effet tablette à Noël et l'effet voilà, les gens font vraiment un effort pour s'intégrer dans le digital. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous on constate au quotidien, avec bien sûr des cas particuliers, mais c'est des tendances. Pour revenir à votre question sur la plateforme infirmière, en fait, non, c'était pas historiquement pour répondre aux besoins de la population vieillissante. C'était vraiment dans une approche de faire de la e-santé en conservant de l'humain. L'idée, c'était de dire, on veut faire du digital, on veut faire de la e-santé, mais on veut pas que ce soit une excuse pour rompre le lien humain entre professionnels de santé et patients, ou que ce soit une excuse pour diminuer le temps médical alloué aux patients.
et d'où effectivement cette volonté d'avoir à la fois une solution technologique et un service pour proposer en fait une solution globale aux patients, aux professionnels de santé, aux établissements. Et justement, tu parles d'établissements. Dans combien d'établissements vous êtes déployés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est déployé dans une quarantaine d'établissements et on accélère assez rapidement. Depuis qu'on travaille avec Medtronic, aujourd'hui, on est présent dans des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, le Luxembourg. On a également là un contrat qui démarre en Égypte. On en a également en Arabie Saoudite. Donc on commence à être présent un petit peu partout sur la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Voilà, mais notre cœur historique, hein, notre base installée est vraiment la plus présente en France. C'est là où on est les plus aboutis. Tu parlais tout à l'heure de l'effet boost que le Covid a eu, peut-être malheureusement, je sais pas, mais comment vous avez géré cette hyper croissance liée au Covid? Il y a eu une vraie accélération. Faut voir que nous, il y a des quand le Covid est arrivé sur la première vague, c'était la panique au niveau national. Les hôpitaux nous appelaient pour s'équiper de plateformes. Il y a des semaines où on a équipé plus d'hôpitaux qu'on en avait équipé dans toute notre vie d'entreprise. Donc voilà. Après, c'est vrai que notre plateforme, nous, elle est en mode SaaS, donc c'est extrêmement simple en fait de proposer des accès. Il fallait juste qu'on standardise les protocoles et ça, sur le Covid, c'était assez simple. On a également eu moi, j'ai eu un appel un week-end du ministère de la Santé du Luxembourg qui cherchait à se doter d'un outil et en 48 heures, on avait signé un contrat majeur pour équiper tout le Luxembourg avec la plateforme. Donc, ça a été vraiment assez dingue et donc toutes les équipes en télétravail, mais en même temps, on était confinés, donc il y avait que ça à faire. C'était moins un problème de bosser le soir et le week-end, j'ai envie de dire, à ce moment-là. Et comme c'était nouveau, les gens rechignaient pas trop à le faire. Moi, le premier. Ok. Et j'avais une question peut-être plus pour ton CTO. Comment tu traduis en fonction opérationnelle les besoins qui remontent du terrain? Alors c'est une question complexe parce que tu vas avoir les évolutions mineures qui ne sont pas prévues encore dans la roadmap et dont tu as besoin pour satisfaire ton client et possiblement renouveler ton contrat. Et tu vas avoir des demandes qui, elles, sont déjà prévues dans la roadmap et sur lesquelles tu vas simplement devoir faire patienter un peu ton client, lui expliquant c'est déjà pris en compte, on a des évolutions majeures qui arrivent. Alors, et comment est-ce qu'on les prend en compte? Déjà, on va faire des entretiens quand il y a vraiment des demandes spécifiques, c'est-à-dire qu'on va échanger rapidement pour vraiment identifier le besoin, pour ensuite l'implémenter. C'est aussi simple que ça, hein, et aussi vérifier que simplement la plateforme actuelle ne répond pas déjà aux besoins. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, un contournement simple qui permet de répondre aux besoins fonctionnels du client? Après, je dirais aussi qu'on travaille beaucoup en équipe. On a des équipes de déploiement, de formation qui nous font remonter. Et on a les infirmières aussi qui sont extrêmement utiles pour nous dire, bah voilà, là, les patients, ils galèrent avec ça, les médecins, ils râlent là-dessus. Et donc ça alimente aussi pas mal la roadmap. Mais c'était une question que j'avais. Quelle est la plus grande difficulté quand on veut s'implanter dans un hôpital? À qui est-ce qu'il faut s'adresser? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Ouais, non, bah, il y a deux grosses variables, hein. Il y a l'argent et la technique. Enfin, non, il y a même trois. Il y a la conduite du changement. Déjà, la première grosse difficulté, c'est le mode de financement de l'hôpital public. Enfin, je veux dire, quand on est un acteur de petite taille, qu'il faut passer par un appel d'offres, que machin, c'est vraiment, c'est infernal en fait. Ça prend du temps. On n'est pas sûr. Ça prend combien de temps à peu près pour avoir Bah, un ordre d'idée? entre l'émission d'un appel d'offres et la validation, ça peut aller jusqu'à 6 mois, mais encore, il faut qu'ils aient de la bande passante pour le rédiger, pour le dépouiller. Enfin, ça peut être très compliqué. Alors, il y a d'autres moyens qui se développent, il y a des centrales d'achat, mais globalement, l'achat public est quand même pas hyper facilitateur de l'innovation et de démarrage de petits projets. Donc c'est déjà ça. La première réponse, je dirais, c'est vraiment la difficulté à le faire financer. La deuxième, c'est techniquement, quand on veut s'intégrer dans un système d'information hospitalier, c'est complexe. C'est complexe et globalement, les compétences sur ces sujets-là sont rares. Donc c'est assez difficile d'aller trouver des gens qui savent faire communiquer un système d'information hospitalier avec un logiciel tiers. Voilà, il y a des normes qui existent, mais qui sont maîtrisées par peu de personnes. Et de toute façon, le sous-financement de l'IT en santé fait que il y a pas beaucoup de gens qui restent dans ces secteurs quand ils ont des compétences. Et puis le dernier point, c'est la conduite du changement. L'hôpital, en règle générale, et les soignants sont pas des gens qui aiment beaucoup mettre en place des innovations dans ce qu'ils ont mis en place en fait. Hein. Tant que ça tourne, l'hôpital s'interroge pas beaucoup. En général, c'est pas un secteur qui se benchmark beaucoup. Donc on peut avoir plein d'autres industries, voilà. Et donc c'est vrai que bon, soit on tombe sur une équipe ultra volontaire qui est à la pointe et là ça se fait assez bien. Soit effectivement sur quand c'est une équipe un peu plus lambda. Rajouter une tâche, intégrer les patients dans la plateforme, faire ci, expliquer ça, en général, ça c'est difficile.
J'ai vu que dans l'équipe fondatrice, il y avait le docteur Vincent Frering et le docteur Benoît Gignoux. Est-ce que ça a un rôle facilitateur d'avoir des personnes avec une autorité médicale quand on se lance dans le médical, et notamment pour s'implanter dans les hôpitaux? Complètement. Alors vous parlez de notoriété médicale, c'est peut-être déjà que vous les connaissez ou vous êtes renseigné. C'est moi ce que j'appelle des KOL, hein, des Key Opinion Leaders sur leur secteur. Vincent Frering sur la bariatrie et Benoît Gignoux sur tout ce qu'on appelle la RAC, la réhabilitation améliorée après chirurgie. Aujourd'hui, faire de la e-santé sans avoir des médecins à son board, c'est un peu une hérésie. C'est un petit peu comme dire je vais révolutionner une industrie type, je sais pas moi, le médicament sans avoir un pharmacien ou je sais pas, ou le spatial sans avoir un ingénieur. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est très bien de vouloir révolutionner les choses, mais faut déjà partir du besoin et du terrain. Ouais, faut connaître le métier. Moi, l'idée de Maëla, c'est pas moi qui l'ai eu. J'ai beau être CEO, cette idée vient des médecins fondateurs. Moi, je n'ai été que, entre guillemets, l'architecte et le chef de chantier de l'opération. C'est eux qui sont venus me voir en me disant, écoute, Hubert, nous, aujourd'hui, on arrive à avoir des durées de séjour très basses. On arrive à faire de l'ambulatoire surtout, que ce soit de la chirurgie bariatrique, de l'oncologie, du colorectal, des trucs même lourds. Par contre, en pratique, c'est quand même super mal organisé. Le patient arrive, il est pas prêt, il lui manque des trucs. Et puis quand on le renvoie à la maison, bah, il y a 5% de chances qu'il ait un pépin, mais c'est des pépins graves. Et donc, nous, on veut pas qu'il y ait une perte de chance pour le patient. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour faciliter ça. Donc, soit on envoie une infirmière à domicile tous les jours, donc quel est l'intérêt par rapport à l'hôpital, et soit effectivement on essaie d'utiliser le digital pour fluidifier, améliorer tout ça, et c'est là-dessus que le projet Maëla s'est lancé. Donc c'est vrai que j'ai été confronté à titre personnel en externat, en service de chirurgie digestive. Appeler les patients avant, après, les zones bordées, etc. C'est vrai que ça prend un temps monstrueux, donc je vois complètement l'intérêt de la solution. Et j'avais une question pour Robin. Est-ce que tu t'adresses un petit peu aux pharmacies centrales des hôpitaux pour discuter avec eux? Je sais pas s'ils rentrent dans le parcours du médicament et dans le parcours de Maëla. Ouais, alors aujourd'hui, ils font pas encore partie, nous, de notre parcours, en tout cas, patient qu'on propose. On a déjà eu des éléments où on a souhaité le mettre en place, notamment dans le cadre de programmes d'éducation thérapeutique, notamment en oncologie, où là, le pharmacien a une place centrale, que ce soit par l'éducation du patient et que ce soit par la rétrocession des médicaments. Aujourd'hui, on n'a pas eu malheureusement de projet spécifique d'éducation thérapeutique. Donc, malheureusement, c'est pas notre interlocuteur aujourd'hui. On est en capacité de le faire sur Maëla. On a des outils qui permettent de faire du suivi d'observance. Moi, quand je suis arrivé chez Maëla, c'était mon dada. Je cassais les oreilles d'Hubert à dire faut absolument qu'on s'équipe d'un module d'observance, de suivi des chimiothérapies orales. C'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on attend? Petit à petit, on a pu avancer dessus. Mais voilà, notre cœur de métier, c'était la chirurgie, donc ça a mis du temps. Aujourd'hui, on est prêt à le faire. Maintenant, il faut qu'on trouve aussi des clients pour lancer nos premiers programmes vraiment de suivi des chimiothérapies orales, de ce type de thérapie innovante. Peut-être que tu as un mot à rajouter? Moi, je voulais compléter parce que il y a quand même une anecdote assez intéressante à propos des pharmaciens. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le pharmacien, c'est pas un acteur clé dans le parcours et pourtant, il peut le devenir. Aujourd'hui, nous, on est présent, par exemple, dans le GHT 17, notamment au CH de La Rochelle, et on est présent là-bas en grande partie grâce aux pharmaciens, d'ailleurs, qui s'appelle Benoît Lefranc, à qui je fais un petit coucou, je sais pas s'il écoutera. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment identifié l'intérêt de ces solutions. C'est lui-même un entrepreneur en santé. Il a développé DrugCam, je te laisserai regarder Mariadec. Et c'est quelqu'un qui a réussi à booster parce qu'il avait aussi accès aux achats et au porte-monnaie. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont identifiés dans la chaîne, mais je pense que s'il le voulait, il pourrait avoir un poids vraiment important. D'autant que toutes ces solutions digitales, si on y regarde bien, deviennent des DM. Donc forcément, à un moment, il va falloir que la pharmacie... Complètement, je le vois, ne serait-ce que dans les stages que j'ai pu faire, j'ai vu des pharmaciens qui faisaient le travail à la mano, avec le téléphone pour suivre le patient. Donc forcément, je me dis qu'ils ont un rôle à jouer, c'est pour ça que je posais un peu cette question. Tout à l'heure, tu évoquais donc votre partenariat avec Medtronic, et notamment votre expansion à l'international. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris qu'une start-up elle parte aussi vite à l'international et aussi vite en dehors de France. Donc la première question, c'est quel est l'intérêt de grandir aussi vite en dehors de la France? Comme toute start-up, l'intérêt, c'est la croissance.
au départ. On est sur des marchés, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, qui sont un peu difficiles d'accès pour toutes les raisons que j'ai évoquées, notamment le financement. Ces barrières à l'entrée qu'on peut trouver en France, elles sont pas forcément là dans d'autres pays. Il y a d'autres pays qui sont plus avancés sur la digitalisation, sur le financement des innovations digitales. Donc pour nous, c'est une réelle opportunité. Et plus on a de clients, plus on a de moyens pour financer de l'innovation, plus on peut en faire bénéficier nos clients. Donc pour nous, c'est vraiment c'est vraiment un changement d'échelle et une chance énorme. Donc l'intérêt, pour moi, il est évident. En fait, c'est même pas une question. Je veux dire, c'est quand vous montez votre société, si on vous propose de prendre un gros marché et que vous vous sentez d'être en capacité de le prendre, il n'y a pas à hésiter, en fait, il faut y aller. C'est vrai que c'était une question un petit peu candide, mais c'était surtout pour t'emmener sur un second point, c'est de savoir déjà si tu as constaté des différences dans l'acceptation, dans comment ça s'appelle, la sensibilisation avec des établissements d'autres pays, au niveau de la mentalité, pour intégrer votre solution. Un petit peu tôt, je dirais, pour avoir un Rex. Et surtout qu'on n'a pas, nous, de retour direct forcément sur l'implémentation de Maëla dans les hôpitaux à l'international. On sait que ça commence, après comment est-ce qu'ils le mettent en place? Non, c'est un petit peu tôt, je dirais, pour se positionner, parce que ce partenariat, il est encore frais, et surtout les premiers déploiements commencent tout juste. Bon, aussi, on sait qu'il y a des pays comme l'Allemagne où, par exemple, tout ce qui est réglementation sur les données de santé, c'est vraiment pénible. Enfin, c'est pénible. Ils sont très regardants et rigoureux, quoi. Donc, faut vraiment montrer patte blanche. Alors, on est évidemment pas de blanche là-dessus, mais c'est vrai que c'est plus sur les flux. Ouais. On comprenne pas non plus que on n'est pas. Non, c'est pas ça. Je dis juste que les mecs, ils nous demandent des piles de documents énormes pour justifier qu'on est réglo. Non, pour le coup, oui, on est réglo. On bosse pas avec Medtronic si on n'est pas réglo. Ça, c'est déjà la première leçon. Première leçon, c'est que vous bossez pas avec un géant américain si vous n'avez pas été audité de fond en comble. Est-ce qu'il y a un prérequis avant de se lancer à l'international? Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment avoir un gros poisson derrière soi pour se lancer à l'international? Est-ce que tu as des conseils pour des startups santé qui voudraient se lancer Il y a deux possibilités quand on veut se lancer à l'international. Soit vous voulez le faire vous-même. Vous prenez un budget, vous allez ouvrir un bureau à Berlin, vous recrutez 4 commerciaux, et puis là-bas, vous n'êtes pas connu, vous êtes personne, il faut tout redémarrer à zéro. Voilà. Vous avez la deuxième possibilité, vous avez un acteur comme Medtronic qui est déjà présent dans tous ces pays, qui a bonne presse auprès des établissements de santé, qui a des moyens, des commerciaux qui sont dans tous les hôpitaux. En fait, ça n'a rien à voir. En fait, nous, on a une plateforme commerciale grâce à Medtronic qui est juste sans commune mesure avec une expansion naturelle qu'on pourrait avoir. Donc, en fait, c'est un petit peu, je sais pas si vous regardez la Formule 1, mais on est pris dans l'aspiration du véhicule de devant. En fait, Medtronic, c'est un gros acteur qui nous tracte et nous derrière, on se fait entraîner comme ça. Et franchement, c'est une aventure qui est hyper sympa, hyper excitante. Voilà, bon, avec des problématiques, vous voyez, des pays comme l'Arabie Saoudite, pour travailler chez eux, faut héberger sur place. Sur place, vous avez que des petites compagnies. Voilà, en termes d'hébergement de données de santé, c'est pas non plus très facile. Donc voilà, il faut trouver des solutions techniques, il faut traduire l'appli en arabe, qui se lit de droite à gauche, il faut tout inverser sur l'appli. Enfin, il y a des histoires qui sont un peu rocambolesques, mais à partir du moment où il y a des gens pour financer ces projets, franchement, c'est l'éclate d'aller dessus. Et pour aller à l'international, surtout, faut avoir un socle particulièrement solide. Il faut qu'une plateforme, elle ait un socle parfait au niveau de l'identité, au niveau de tous les sujets principaux pour pouvoir s'internationaliser. D'accord. Et c'est quoi tu parlais justement des challenges à l'international, c'est quoi le plus gros challenge auquel vous faites face dans les autres pays? L'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est sûr, c'est toujours un énorme sujet en santé digitale et santé hospitalière, je dirais. Il y a un autre sujet, pour moi, c'est l'hébergement local. C'est-à-dire, il y a des pays qui veulent pas que les données soient hébergées en France, mais même des pays européens ou des pays proches, typiquement la Suisse, l'Allemagne, voilà, des acteurs qui nous interrogent là-dessus. Vous avez le Brexit, donc le UK, on va y passer. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est que de temps en temps, on a beau faire du SaaS pour faciliter les choses, il faut quand même aller redupliquer la plateforme là-bas. Les aspects réglementaires, bon ça on a de la chance d'avoir un partenaire qui connaît bien la législation locale sur tout ce qui est DM, mais c'est pareil, c'est des gros sujets. Est-ce que vous êtes certifié pour tel pays? Qu'est-ce qu'il vous faut comme voilà. Puis la langue en général. Donc voilà, pour toutes ces raisons. Puis oui, ici il y a aussi un enjeu, c'est le business model. C'est-à-dire que en Suisse, par exemple, le patient pourrait être intéressé par payer lui-même sa solution, là où c'est pas comme en France. Voilà, pour toutes ces raisons-là, l'international, c'est dans la santé, c'est compliqué, quoi, parce qu'un pays égale un système de santé. Il y en a pas deux qui se ressemblent. Et je pensais aux difficultés peut-être de recrutement quand on est en hyper-croissance comme ça. Comment ça se passe pour les recruter dans un autre pays, pour former sur place, pour onboarder des nouvelles personnes dans la boîte étrangère?
Alors nous, on n'a pas ces problèmes-là, encore une fois, parce qu'on s'appuie sur notre partenaire qui a déjà tout sur place. Par contre, l'hypercroissance et la problématique de la ressource humaine, elle est réelle, même en France. Aujourd'hui, c'est compliqué. On recherche des compétences particulières, notamment en interopérabilité. Non, ça c'est peut-être le plus dur, quoi, être capable d'avoir des gens qui aient un peu d'expérience dans le secteur et qui soient déjà formés à la e-santé, c'est assez rare et assez dur à trouver. Dans les bons profils aujourd'hui en France, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut... Une question, celle-ci c'est une question vraiment générale. Quel est le futur de Maëla? Brillant. Ça, j'en doute pas. Non, le futur, je vous l'ai dit en intro, on a vraiment aujourd'hui l'opportunité de le devenir. On veut devenir le leader européen de la télésurveillance. On est vraiment en train de bosser dur sur notre plateforme pour ça. On investit des millions aujourd'hui dedans pour accélérer, pour refondre nos socs, pour urbaniser toute cette solution et permettre d'avoir cette expansion à l'international et proposer de plus en plus de services à nos patients utilisateurs et nos clients, qu'ils soient hôpitaux ou professionnels de santé, pour pouvoir digitaliser le parcours et offrir aux patients, j'ai envie de dire, une expérience avec l'hôpital aussi fluide presque, je sais pas, moi je prends l'exemple de la SNCF, aujourd'hui moi j'achète mes billets dessus, enfin c'est assez fluide, il y a pas de sujet, c'est complètement dématérialisé aujourd'hui, voilà, et essayer de pouvoir proposer un niveau de service aussi consistant et à tous les endroits de la e-santé avec toute la notion humaine bien sûr qui va derrière. J'ai vu que vous aviez fait une levée là, de 2 millions et que vous aviez ouvert le capital aux personnes de santé. Quel est l'intérêt d'ouvrir son capital particulièrement à des personnes du monde de la santé? Il y a deux questions en une. Ouvrir son capital, l'intérêt, c'est d'aller chercher du financement dans une phase de croissance, ça, c'est clair. L'intérêt d'aller chercher des professionnels de santé, pour nous, il était assez évident parce qu'on a monté la boîte avec des soignants et des médecins et que déjà de base notre ADN il est médical et qu'on avait envie de rendre un petit peu aux soignants ce qu'ils nous avaient donné parce que voilà, on croit beaucoup dans la société et je pense que c'était le bon moment pour investir. L'autre intérêt, c'est qu'en fait on a constitué une communauté de 80 professionnels de santé issus de toute la France, de spécialités très variées, en tout cas toujours hospitalières globalement, et qui du coup nous assure un réseau de prescripteurs, de promoteurs, d'utilisateurs qui nous donnent du feedback. Et en fait, on a créé une forme de micro think tank avec cette communauté avec laquelle on interagit et qui est directement intéressée pour le développement de la solution. Donc j'ai deux questions pour terminer. Une qui va sûrement vous faire sourire. J'ai observé qu'il y avait une similitude entre les aventuriers et les entrepreneurs dans le monde de la santé qui vont vraiment défricher des territoires inexplorés. Donc ma question à tous les deux, c'est quel est votre aventurier préféré et pourquoi? Bob Moran. C'est une réponse. Moi je peux répondre facilement parce que j'étais grand fan d'Indiana Jones étant petit. Plus parce que je sais pas, ça racontait, c'était vraiment l'aventure. Enfin voilà, à tout moment il y avait plein de rebondissements, tout comme ça. Après, on pourrait citer des aventuriers un peu plus récents, type les Mike Horn et tout, mais voilà, si vous faites appel à l'enfant que je suis, pour moi c'est vraiment Indiana Jones. Et c'était le côté la découverte d'un trésor, aller chercher des secrets, essayer de défricher un certain nombre de choses. Ouais, tu fais un peu ce parallèle avec ce que tu vis en tant qu'entrepreneur santé, où vraiment tu t'explores des territoires que personne n'a exploré. Franchement, c'est pas tant ça moi que je ressens. Moi, je me vois plus comme un marathonien. Et encore un marathonien qui, à chaque fois qu'il franchit la ligne, on lui dit, mais en fait, faut repartir pour un tour. C'est ça pour moi l'entrepreneur. C'est vraiment la consistance, être, comment dire, résistant à l'effort, dans la durée, être constant dans ses valeurs, être constant dans sa personnalité, être constant dans ses idées, dans ses choix, et être capable de les maintenir au long terme, même dans les moments difficiles, de gérer des ascenseurs émotionnels, plus qu'un aventurier, parce que en fait, j'ai pas l'impression que je prenne vraiment. Pour moi, l'aventurier prend des risques, il met sa vie en péril pour aller faire sa conquête. C'est pas l'impression que j'en ai. Moi, j'ai juste l'impression d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour changer un peu le monde de la e-santé, et ça, c'est cool. Donc voilà, je suis plus un coureur de fond, alors que j'en ai pas vraiment le physique, mais je suis plus un coureur de fond qu'un aventurier. Avant de prendre la réponse de Robin, je voulais juste savoir si tu avais un conseil pour ceux qui entreprennent, plus généralement dans la santé, pour tenir sur la distance. J'en ai plusieurs. Le premier, c'est financez-vous bien. La e-santé, je ne veux pas dire que c'est un sport de riche, mais presque.
avant de pouvoir en tirer les fruits pendant très longtemps, ça va pas, ouais, il y a des grosses barrières à l'entrée. Faut les financer, ça coûte cher. Il y a des certifications, il y a du temps d'appropriation du marché, de maturation du marché. Donc, tout d'abord, visez gros sur les financements, sinon, voilà, c'est go big or go home, comme disent les Américains. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas de e-santé sans professionnels de santé. Si vous pensez révolutionner un secteur sans avoir des gens qui y travaillent, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est consulter, intégrez-les, mettez-les au board, faites ce que vous voulez, mais faites monter des entrepreneurs dans votre projet. Voilà. Ça, et puis troisième point, c'est le bon sens. Essayez pas de vous casser 1000 fois la tête. Essayez vraiment toujours d'aller chercher des solutions, voilà, qui sont pleines de bon sens, et voilà, de ne pas essayer de croire ou de fantasmer sur des choses. Je pense que la réalité et le pragmatisme sont les meilleurs atouts de l'entrepreneur. Ok. Donc du coup, je me retourne vers toi, Robin. Est-ce que t'as un aventurier préféré qui te stimule un peu au quotidien? Moi, c'est un roman d'un aventurier que j'ai lu il y a quelques temps. Ça s'appelle le Roi Ziblin. Donc, c'est un aventurier qui s'appelle Maurice Benjonski, quelque chose comme ça. Qui est né en Europe centrale, qui a été fait prisonnier au Kamchatka en Russie, qui à la fin devient roi à Madagascar. Donc c'est Jean-Christophe Ruffin, d'ailleurs un médecin, qui a écrit le livre sur l'histoire de cet aventurier. Donc j'ai particulièrement apprécié. Voilà, c'est vraiment un mec qui Et donc, c'est quoi? Tu veux devenir le roi de Madagascar après? pourquoi pas. J'ai vu qu'il avait fait son externat à Tananarive. Ouais, il a même ramené sa femme, je crois, là-bas. Donc, je comprends mieux l'histoire de cet aventurier qui part à l'étranger puis qui revient en tant que roi de Madagascar. Ouais. Ah il s'est aussi beaucoup, enfin, c'était quelqu'un qui prenait le taureau par les cornes, puis aussi qui se laissait porter à des moments, mais qui avait aussi un gros esprit d'initiative, qui a su aussi fédérer derrière lui avec un gros charisme. Donc, quelqu'un en qui j'aimerais bien... Qui t'aimerait bien ressembler? Ouais. Très bien. Et qui a su s'adapter dans tous les pays, quoi. C'est ça aussi. Pour moi, c'est l'adaptation à chaque niveau. On va commencer par les prisons russes. Et peut-être un petit dernier mot sur l'équipe, parce que je vous vois tout à l'heure, tous les deux en visio, à chaque fois vous vous regardez pour répondre à des questions, donc on voit qu'il y a une vraie complicité, il y a un vrai travail d'équipe. À quel point pour toi c'est important d'avoir une équipe sur laquelle compter pour entreprendre? 100%, enfin je sais pas si on doit donner une note. Oui, la question est mal posée, c'est plutôt, ouais. Non, mais quelle est l'importance de cette cohésion? C'est fondamental. Vous pouvez être le meilleur entrepreneur du monde, Elon Musk, il aurait jamais fait décoller sa fusée tout seul. Donc clairement, les aventures entrepreneuriales, elles se vivent en équipe, à plusieurs. Il faut vraiment que les gens soient alignés. Nous, tous nos entretiens d'embauche, globalement, ce qu'on va chercher, c'est est-ce que le projet intéresse plus la personne que son salaire. Et si on le sent pas, c'est mort, même si le mec il a un super CV, parce que faut que les gens ils soient là pour le projet, pour qu'ils puissent contribuer, apporter leur pierre, avoir un peu de la vision aussi de ce qu'on va faire, qu'ils aient envie d'aller mettre les pieds dans les hôpitaux, enfin comme nous, quoi, de se prendre des ascenseurs émotionnels. C'est l'entrepreneuriat, je vous dis, c'est comme franchement prendre la pleine mer sur une coque de noix, ça remue tout le temps, et voilà, il y a des moments c'est génial, on est en haut de la vague et puis d'un seul coup on chute. Comment t'arrives à la sentir ce grain entrepreneurial chez les personnes que vous recrutez? La flexibilité. Alors, je sais pas si c'est un grand entrepreneurial, mais nous, ce qu'on cherche, c'est des profils très flexibles. C'est-à-dire, c'est des gens où on commence, si dans l'entretien, on commence à leur évoquer des tâches qui n'ont rien à voir, et qu'on sent que ça leur fait pas peur, en général, c'est assez bon signe. Les personnes qui veulent fitter vraiment dans un job, et c'est, moi, je veux faire du contrôle de gestion, je veux faire ça, en général, c'est pas fait pour la startup. Dans la startup, il faut que le mec, le matin, il fasse de la formation, et l'après-midi, grosso modo, il peut aller vendre ton produit. Au début, tu as un nombre de ressources qui est extrêmement limité, donc tout le monde fait un peu de tout. Typiquement, pendant le Covid, moi, j'ai ma directrice qualité qui faisait du paramétrage de la plateforme pour pouvoir déployer les hôpitaux plus vite, parce qu'on n'avait plus de ressources. Tout le monde était dessus et on faisait comme on pouvait avec les moyens du bord. Donc ça, c'était voilà, c'est vraiment la flexibilité, la polyvalence et l'amour du projet. Je pense que c'est ça qui fait grandir et qui fait grossir une équipe. Et puis, quand les gens ils voient que le projet il prend, ouais, c'est cool, ils se rattachent. Et puis, je pense que c'est aussi important qu'il y a je vais m'envoyer un peu des fleurs, mais qu'il y a un entrepreneur à la tête, un leader qui montre un peu la voie aussi et qui essaie d'être un peu exemplaire, qui essaie de montrer qu'il s'investit, qu'il y met du cœur. Et voilà. Et ça, je pense que c'est aussi important d'avoir une certaine forme d'exemplarité sur un grand nombre de sujets pour entraîner les gens derrière. Ok, je vais garder ça comme mot de la fin parce que c'est super.
Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous aussi vous voulez participer à la construction de la santé du futur, abonnez-vous au podcast, laissez un petit 5 étoiles et dites-moi ce que vous avez aimé en me laissant un commentaire. Et pour les plus persuasifs, n'hésitez pas à prendre le téléphone de vos amis et abonnez-les discrètement au podcast. Je suis Mériadec Gagnard et je vous dis à la semaine prochaine pour poursuivre notre exploration de l'écosystème Health Tech.